Bonjour, bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver dans l'émission Le Monde en 7 ce samedi où nous allons faire le tour d'horizon des sujets qui ont marqué l'actualité sur le continent et au Togo, notre pays. On parlera d'abord de la Côte d'Ivoire. L'actualité là-bas, c'est la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. On en parlera. Et puis on ira aussi du côté de la République démocratique du Congo où l'ancien président Joseph Kabila est accusé de soutenir le mouvement rebelle du M23. Nous ferons aussi un tour aux États-Unis pour parler justement des relations entre les États-Unis et l'Afrique avec le programme MCC, ce programme auquel l'administration Trump vient de mettre fin. Et on parlera en dernière partie du Togo. Demain, dimanche, ce sera le 65e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. On va essayer, comme toujours, de faire un petit bilan de cela avec deux invités sur le plateau. D'un côté, Samir Ourosama. Bonjour Samir. Bonjour Samuel, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national ce samedi, donc à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Togo, marqué comme chaque année par plusieurs activités phares dont les cérémonies de pose de première pierre, d'inauguration et de décoration, les prières religieuses, la conférence d'hommage aux grandes figures de l'indépendance, le défilé militaire, paramilitaire et civil, les manifestations culturelles, sportives et de réjouissance populaire sur toute l'étendue du territoire national. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci, bonne fête à nous-mêmes, ça c'est ce qu'on peut se souhaiter. Deuxième invité sur le plateau, Abel Hezou Yaoubadassé. Cela fait un moment qu'il n'est plus passé sur ce plateau. Secrétaire général du Parti du Peuple et d'Intégrité, Abel Badassé, bonjour. Bonjour M. Samuel, bonjour à chers co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de la New World TV et bonjour à tous les Togolais et bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais. Merci, bonne fête à vous également. Merci. Je l'ai rappelé, vous êtes secrétaire général du Parti du Peuple et d'Intégrité, le PPI. Comment se porte le PPI? Le PPI se porte à merveille. Et ça fait un bout de temps que vous n'avez plus de nos échos. Oui, on vous entend plus beaucoup. C'est vrai que depuis l'adoption, bien la promulgation de la nouvelle constitution, le PPI s'est donné une mission et il s'agissait, puisque cette condition nous a été imposée de fait, la façon dont nous avions prévu mener la lutte politique avec l'ancienne constitution, celle de 1992, puisque la donne a changé, donc il fallait réorienter nos actions par rapport à cette nouvelle constitution qui nous a été imposée. Et donc c'est par rapport à cela que le PPI s'est rétracté afin de pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies pour faire face à la lutte politique vraiment qui est très dure sur le terrain. Oui, alors quand vous parlez de lutte politique, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que le PPI s'aligne du côté de ceux qui rejettent cette nouvelle constitution? Non, bon, en fait, dès notre entrée en scène en juillet 1917, qu'est-ce que nous avons dit? Le PPI voudrait créer 3 axes sur lesquels notre politique va se fonder. D'abord, nous allons avec un nouveau langage politique, une nouvelle stratégie et un nouveau terrain politique. Dans cette nouvelle constitution que le gouvernement vient de promulguer, vient d'adopter, qui vient d'entrer en vigueur, cette nouvelle constitution constitue un nouveau terrain politique sur lequel le pays va jouer. Donc, il faudrait maintenant, nous avons quand même mis en réserve la façon dont cette constitution est venue. On aurait souhaité que ce ne soit pas de cette manière. Mais aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli et il faut faire avec. Donc, nous sommes en train de réorienter nos actions pour que les avantages que nous avons ciblés dans cette constitution-là, qu'on puisse les mettre à notre profit. Alors, qu'est-ce qui, j'ai envie de dire, cette nouvelle constitution, en quoi elle empêche le PPI de mener ses actions sur le terrain? Non, jusqu'à présent, vous voyez, s'il faut revenir par rapport à la manière dont cette constitution a été imposée aux Togolais. C'est la manière que vous dénoncez. C'est la manière que nous dénonçons. C'est pas le texte. Quand bien même le texte contient des imperfections, dans l'ensemble, ce n'est pas quand même quelque chose à rejeter. Donc, c'est la manière dont le texte a été imposé au Togolais, c'est cette manière que nous regrettons. Alors, est-ce que votre parti sera présent aux prochaines élections municipales? Ça va être dans quelques semaines, hein, je suppose. Pour l'instant, je me réserve de répondre à cette question parce que s'il faut le dire, il faut être clair, cette constitution actuelle ne nous permet pas d'aller aux élections communales. Ok. Ça vous parle pour le PPI. Pour le PPI.
Nous ne sommes pas prêts pour les élections communales avec cette constitution. On va suivre et éventuellement vous recevoir au moment venu pour en parler. On prend tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire. C'est le premier sujet dont nous allons traiter. Le chef de l'opposition en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, perd donc sa nationalité ivoirienne. Conséquence immédiate, la justice a ordonné sa radiation de la liste électorale. Au moment où nous parlons, depuis mardi dernier, Tidjane Thiam, candidat du PDCI-RDA, candidat déclaré bien sûr pour la présidentielle d'octobre 2025, eh bien, ne pourra pas faire acte de candidature. L'intéressé a réagi à cette décision en disant qu'il n'y a pas de plan B ni de plan C, qu'il maintient sa candidature. Alors, dans le fond, je suis heureux d'avoir un juriste pour évoquer le sujet. Tidjane Thiam a obtenu la nationalité française en 1987. La loi ivoirienne dit que celui qui obtient une nationalité étrangère perd d'office sa nationalité d'origine, c'est-à-dire ivoirienne. Or, il se trouve que Tidjane Thiam récemment a renoncé à sa nationalité française, donc a droit de prétendre à une nationalité ivoirienne. Est-ce que pour vous, la décision de la justice ivoirienne, décision qui ne peut pas faire l'objet de recours, est-ce que cette décision repose sur des bases juridiques? Samir Ourossama. Merci beaucoup Samuel. Je voudrais adopter une approche pédagogique parce qu'il faudrait permettre à tous ceux qui nous suivent de comprendre un peu le contexte. Parce que pourquoi est-ce que cette situation que traverse le président Tidjane Thiam, le président du parti PDCI-RDA, suscite énormément de débats parce qu'en réalité, dans la ligne de mire, c'est l'élection présidentielle de 2025. Alors, dans le contexte ivoirien, quand vous prenez par exemple le code électoral, puisque la décision qui a été rendue par le tribunal d'Abidjan, c'est une décision qui, jusqu'à preuve du contraire, exclut donc le président Tidjane Thiam de la liste électorale. Donc, quand vous prenez la plupart de nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, la liste électorale, c'est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Alors que dans le même texte, on nous dit que pour être sur la liste électorale et pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions. Les conditions, par exemple, l'article 3 alinéa dit, je parle du code électoral ivoirien, sont électeurs les Ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire qu'on peut être Ivoirien de naissance ou avoir dans le cours de votre vie, avoir acquis donc la nationalité ivoirienne, soit par naturalisation, comme vous l'avez dit, soit par mariage, âgés de 18 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et politiques et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue donc par la loi. Alors, quand on prend le code de la nationalité ivoirienne, puisque vous l'évoquez, le code de la nationalité ivoirienne évoque deux situations. Soit vous êtes ivoirien de naissance, soit vous êtes ivoirien par naturalisation ou par mariage, parce que vous avez acquis la nationalité. Le cas de Tidjane Thiam a des parents dont l'un des parents est ivoirien. Donc, en réalité, dans ce contexte, Tidjane Thiam a acquis la nationalité ivoirienne par naissance. Il n'a pas acquis la nationalité par naturalisation. Et on sait qu'en réalité, lorsqu'on acquiert la nationalité par naissance, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin véritablement de demander à être naturalisé. Par contre, on peut, dans le cours de notre vie, lorsqu'on est confronté à un certain nombre de réalités, demander à acquérir une autre nationalité. C'est ce qui a été fait par Tidjane Thiam lorsqu'il a demandé, les avocats donc de l'avocat parlent de surabondance, une naturalisation par surabondance, parce qu'il est déjà français par naissance. Et quand en 87, il a demandé à ce qu'il puisse être naturalisé français. Ça veut dire qu'en réalité, il est binational, comme la plupart des Ivoiriens, et comme la plupart de nos frères et de nos soeurs qui se retrouvent dans la diaspora. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour se conformer aux dispositions, non seulement du code électoral, mais également des dispositions constitutionnelles, parce que la révision qui a eu lieu en 2020, il faut le rappeler, c'est la première fois que le régime Ouattara a introduit dans la Constitution l'alinéa 2, notamment quand vous prenez l'article 55
alinéa 3, excusez-moi, qui dit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Donc vous comprenez en réalité que ce qui est en jeu, c'est qu'il faudrait avoir une certaine nationalité. Et que dans ce contexte-là, ça relance le débat sur cette histoire qui accourt depuis 1993, sur si celui-là est de nationalité ivoirienne de naissance, si celui-là est de nationalité par naturalisation ou par mariage, si celui-là est ivoirien véritablement, la question d'ivoirité. Donc dans le contexte de Tidjane Thiam, les militants de son... Parce qu'il faut le rappeler, ce sont les militants du PDC RDA qui ont intenté une action devant la justice pour contester la nationalité donc, de Tidjane Thiam. Donc vous comprenez que dans de telles situations, on peut avoir une approche juridique, mais aussi une approche politique. Parce que quand vous prenez le contexte politique au niveau de la Côte d'Ivoire, on se rappelle véritablement qu'au moment où le PDC-RDA devrait tenir son congrès en décembre 2024, le tribunal d'Abidjan, le juge des référés, a ordonné la suspension de ce congrès suite également à ces agissements à l'intérieur du parti. Donc cette situation est un peu déplorable parce qu'en réalité, on devrait dépasser ce débat-là et faire un débat d'idées. Est-ce que Tidjane Thiam a des capacités et des aptitudes nécessaires pour diriger la Côte d'Ivoire, ou on devrait passer tout notre temps à s'interroger sur les origines ou sur la nationalité d'une personne qu'on reconnaît avoir des origines ivoiriennes. Alors, si on s'en tient à la décision de la justice à l'heure actuelle, parce que Tidjane Thiam a déjà renoncé à sa nationalité française, la justice ne lui reconnaît donc plus la nationalité ivoirienne. Il est apatride au moment où nous sommes en train de parler. Abel Badassé, est-ce que pour vous, la situation de Tidjane Thiam a des relents politiques? On ne peut pas exclure cette situation parce que une fois que Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française, est-ce qu'il n'y a pas dans les textes, je ne suis pas juriste, mais est-ce qu'il n'y a pas dans les textes ivoiriens des possibilités qui permettent à Tidjane Thiam d'acquérir la nationalité ivoirienne une fois qu'il a renoncé à la nationalité française? Moi, je crois que cette décision de la justice ivoirienne a des relents politiques. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les Ivoiriens, la classe politique ivoirienne semble ignorer un peu la récente histoire douloureuse qu'elle a vécue avec cette affaire d'ivoirité. Et aujourd'hui, les tensions au sein de la classe politique ivoirienne sont tellement intenses et cela risque même de plonger la Côte d'Ivoire dans une période très, très, très sombre. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le président Alassane Ouattara se prononcer sur une quelconque candidature, je parle de lui-même, mais jusqu'à présent, normalement c'est à lui en tant que père de la nation qui doit prendre la parole pour mettre bas la terre. Je crois que la justice ivoirienne quand même est en train d'être instrumentalisée parce que jusqu'à preuve de contraire, une fois que la personne a renoncé à sa nationalité étrangère, vous lui accordez la nationalité ivoirienne. Même si c'est par... je crois qu'il a un parent ivoirien. Et je ne sais pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on peut lui refuser cette nationalité jusqu'à aller le radier sur la liste électorale et le rendre inéligible. Je crois que si la Côte d'Ivoire voudrait un lendemain apaisé, une période post-électorale apaisée, je pense que tous les acteurs politiques doivent se mettre tout autour d'une table pour que les acteurs clés, ce n'est pas Tidjane Thiam seulement qui est dans le cas, nous avons aussi Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, quand même qui sont dans le cas. Radié également de la liste électorale. La Côte d'Ivoire doit mettre bas la terre pour que tous les enfants, tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour du même table pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce pays-là après les élections du 25 octobre prochain. Alors, mais Osama, on a beau tout dit, et vous l'avez rappelé tantôt, c'est quand même une situation interne au parti. C'est un militant du parti qui a esté en justice. Sauf que quand vous prenez le code de la nationalité ivoirienne, le législateur ivoirien donne la possibilité également aux individus de pouvoir saisir la juridiction pour contester la nationalité d'une personne. C'est-à-dire que par principe, cette compétence est dévolue donc au procureur de la République, mais il y a
cette possibilité qui est offerte donc aux individus qui contestent donc l'appartenance nationale donc d'un individu à un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est de bonne guerre véritablement qu'ils puissent véritablement le faire. Sauf que pour revenir à cette décision qui a été rendue par le tribunal d'Abidjan, le juge dit qu'au moment où Tidjam Thiam, parce que Tidjam Thiam figure sur la liste électorale depuis 2022, le juge dit au moment où Tidjam Thiam s'inscrivait sur la liste électorale en 2022, il ne remplissait pas les conditions idéales. Ça veut dire qu'on a laissé une personne, je suis le raisonnement, on a laissé une personne qui ne remplissait pas les conditions figurer sur une liste électorale qui a été utilisée pour des élections véritablement. Et que c'est parce qu'en réalité, ce qui est en jeu, ce sont des enjeux électoraux, ce sont des questions d'ambition politique et qui remettent ou qui mettent en surface cet élément-là. Parce qu'en réalité, pour être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, il faut d'abord être électeur soi-même. C'est une condition préalable. Il faut être électeur. Et pour pouvoir être électeur et avoir la carte d'électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Ce sont des éléments qu'on vous demandera véritablement de pouvoir fournir si vous estimez que vous remplissez les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, on peut peut-être s'interroger sur le timing. Pourquoi c'est en ce moment qu'on remet en question sa nationalité. Du moment où la personne, il y a de cela quelques mois, je pense en mars, avec le décret qui a été publié par les autorités françaises, qui décharge donc M. Tidjam Thiam de son allégeance donc à la France, donc de sa nationalité française. Ça veut dire que la seule nationalité dont il peut se prévaloir à l'heure actuelle, c'est la nationalité ivoirienne. Et malheureusement, le pays auquel il pense appartenir, il vient de lui notifier qu'il n'est plus ivoirien parce qu'il a perdu cette nationalité au moment où il se naturalisait, au moment où il a acquis une autre nationalité. Sauf que on se retrouve dans une situation inédite, une situation d'apatride. Est-ce que Tidjam Thiam, après avoir abandonné sa nationalité française, après se décharger de cette allégeance-là et penser pouvoir jouir pleinement donc de sa nationalité ivoirienne, va se retrouver dans une situation inédite où beaucoup de personnes par le passé se sont retrouvées. Est-ce que cela va lui permettre, comme lui-même il a annoncé, de saisir les juridictions internationales, puisque dans ce cas, il y a des jurisprudences, il y a des tests et des conventions internationales qui régissent cette question-là d'appartenance à un pays. Est-ce qu'il va pouvoir saisir des juridictions compétentes en la matière pour qu'elles puissent statuer sur ce problème qui le pose donc à la justice ivoirienne? Et quand vous faites une lecture juridique de la situation, tous les signaux vont dans le sens de la victoire de M. Tidjam Thiam pour qu'on puisse rétablir sa nationalité ivoirienne. Parce que dans le domaine, comme je l'ai dit, il y a des cas d'école, il y a des jurisprudences et sauf situation contraire que les autorités ivoiriennes décident de ne pas appliquer ces décisions qui vont être rendues par les juridictions internationales, Tidjam Thiam normalement devrait devrait recouvrir donc sa nationalité ivoirienne, ce qui lui permettra véritablement de pouvoir candidater à cette élection présidentielle. Je trouve ça déplorable parce qu'en réalité, l'opposition depuis un bon moment a demandé au parti au pouvoir d'ouvrir un dialogue, comme mon co-débatteur l'a souligné. Il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans des situations un peu similaires, sauf que dans leur cas, ils ont été reconnus coupables d'un certain nombre de crimes et ils ont été condamnés. Ce sont des condamnations définitives. Et là aussi, il y a débat véritablement. Et je pense que le deuxième aspect, c'est de faire en sorte qu'on puisse ouvrir des discussions politiques. Comme par le passé, des discussions politiques ou des décisions politiques ont permis à Alassane Ouattara également de se présenter. Parce qu'il y a un moment, lui aussi, il s'est retrouvé dans cette situation. Et au-delà de ça, on doit s'interroger. Parce que quand vous prenez le gouvernement ivoirien, un certain nombre de ministres sont des binationaux. Il y a des personnes membres du gouvernement Ouattara qui ont des doubles nationalités. Donc ça veut dire qu'au moment où ils vont peut-être avoir des ambitions politiques et se présenter à une élection, et ils seront obligés d'abandonner
leur nationalité qu'ils ont acquis donc par naturalisation, la justice rendra une telle décision également dans le sens où au moment où ils ont acquis une autre nationalité, ils sont plus ivoiriens. Je pense qu'on doit rehausser le débat. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cette situation et cela ne fait que exacerber cette situation politique, surtout à l'approche des élections où on est habitué à des périodes troubles préélectorales, pendant les élections également post-électorales. Après, il faut dialoguer. On ne fait que tourner en rond et perdre le temps. On sait aussi qu'au sein du PDCI, Tidjane Thiam n'est pas non plus en odeur de sainteté avec tout le monde. Vous savez qu'il y a son grand rival, Louis Billon, qui avait contesté déjà son élection à la tête du parti, qui également s'attend, en tout cas doit être en train de se réjouir aujourd'hui de cette décision. Face à tout cela, le fait que Tidjane Thiam dise qu'il n'y aura ni plan B ni plan C, est-ce que ça vous paraît réaliste, politiquement parlant? Bon, politiquement parlant, ce n'est pas réaliste parce que c'est comme Tidjane Thiam considère qu'il est le seul présidentiable au sein de son parti politique. Mais si dans ta formation politique, il y a des problèmes à l'interne, et par rapport à ces problèmes, les textes se déclarent inéligibles, mais je crois qu'il faut voir au sein du parti d'autres personnes qui peuvent candidater. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de plan B ni de plan C, je crois que Tidjane Thiam, déjà, c'est un peu montrer son ego, et ça ne passe pas. Donc, est-ce que c'est pas non plus aussi une manière de dire je me battrai jusqu'au bout? C'est une manière de le dire, mais c'est une pression aussi qu'il est en train de mettre sur les autres acteurs politiques au sein de son parti. Parce que si nous voyons très bien, à part Tidjane Thiam, celui que Billon également, c'est quelqu'un aussi qui a les capacités, les potentialités d'être candidat. Et si tous les membres de ce parti-là sont d'accord, je crois que le plan B, ce serait peut-être Billon. Donc, qu'ils disent, c'est vrai qu'il a le droit de se battre jusqu'au bout. Mais dire qu'il n'y a pas de plan B, ce n'est pas possible. Il n'a qu'à regarder la leçon que Sonko a donnée, l'histoire Sonko. Mais Sonko avait jusqu'au plan D. Donc, une fois que vous avez des soucis avec la justice, vous avez des soucis avec les textes de votre pays, mais rapidement, au sein du parti, vous devez vous asseoir, vous entendre, afin que les problèmes internes soient résolvés. Et que si vous ne passez pas, un autre candidat puisse passer. C'est ça qui est le problème au sein de nos partis, de nos formations politiques, surtout dans les pays africains. Celui qui est à la tête, il se croit à tout permis, et que lorsqu'il y a une élection, si ce n'est pas lui, personne ne passe. Donc, Tidjane Thiam doit mettre le bal à terre. C'est vrai que dans cette situation, il a quand même le vent en poupe. Il a le droit de se battre jusqu'au bout. Moi, c'est ce que je souhaite pour qu'il soit rétabli dans ses droits et être candidat à la prochaine élection. Mais ce que nous devons faire, ce que nous devons remarquer également, c'est que aujourd'hui, la classe politique de l'opposition ivoirienne doit être solidaire. À travers cette action que je sais pas, c'est l'État ivoirien qui le fait, à travers la justice, ou qui, je sais pas, tous ceux qui ont été mis hors jeu lors de ces élections qui arrivent n'ont qu'à faire un front commun pour ouvrir les discussions. C'est ce qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Sans cela, je pense que les tensions qui sont là actuellement en Côte d'Ivoire vont conduire encore ce pays-là vers des lendemains incertains. Est-ce que vous pensez que Tidjane Thiam a raison de se battre jusqu'au bout? Mais vous avez écouté sa réaction au lendemain de cette décision qui a été rendue par la justice ivoirienne. Il a dit: certains ont voulu faire croire à des divisions au sein du PDCI, à des doutes sur mon leadership, des attaques sur ma nationalité. Aujourd'hui, les masques tombent. Puisqu'ils n'ont pas réussi à m'affaiblir politiquement, ils tentent de m'écarter légalement. Les procédures intentées contre moi sont initiées par des militants du parti au pouvoir, représentés par des avocats du parti au pouvoir, devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Mais monsieur Samuel, quand vous prenez la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire et la manière dont on tente de diviser le PDCI, le PDCI-RDA, c'est un parti solide. C'est un parti qui a gouverné en Côte d'Ivoire pendant de longues années. Bien structuré, bien organisé. Vous avez vu à la suite du décès du président Henri Konan Bédié la transition qui a été menée. Donc quand vous avez un parti politique comme le PDCI-RDA qui est bien structuré, qui a des instances, et que vous avez des individus comme M. Billon et Mme Valérie Yakou qui essaient de s'aimer la division, je pense qu'il faut dénoncer cela. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un parti où vous ne vous reconnaissez plus dans les idéaux, parce qu'ils ont longtemps dénoncé l'opacité du processus électoral, ils ont longtemps dénoncé les décisions qui ont été prises par les instances politiques au niveau donc de ce parti. Si vous vous retrouvez en minorité, parce qu'ils sont en minorité,
Bion et la dame là, ils sont minoritaires. C'est pas une majorité qui est vent debout contre la personne du Diatim. L'exemple palpable, quand vous prenez les députés au niveau du PDCRDA, plus de 55 députés sont derrière le président Thiam. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est déplorable qu'on puisse voir dans nos pays africains des personnes qui tentent, parce qu'ils sont dans l'ombre, ils essaient de tirer les ficelles. C'est-à-dire qu'au sein des partis politiques de l'opposition, on essaie de détecter des personnes de faible moralité, des personnes qu'on peut acheter par des billets de banque et tout cela, et on essaie de les utiliser pour détruire l'organigramme et le fonctionnement d'un parti. C'est ce qui se passe avec le PDCRDA. Deuxième élément, mon co-débatteur parlait de l'union de l'opposition, mais d'ailleurs, les partis politiques de l'opposition qui siègent au niveau de la commission électorale ivoirienne se sont retirés. Vous avez le PDCRDA, vous avez le PPCI, et puis vous avez le FPI. Ils se sont retirés. Ça veut dire qu'il y a une certaine union de l'opposition, une certaine contestation de la manière dont non seulement le processus électoral est conduit, mais de la manière dont le pouvoir en place essaie de s'aimer la zizanie au sein des partis politiques de l'opposition. Deuxième illustration, la dernière fois quand l'Assemblée nationale ivoirienne s'est réunie en session pour discuter d'un certain nombre de textes de loi, vous avez vu également les députés de l'opposition se sont retirés pour contester ces décisions qui a été prise, qui a été rendue donc par le tribunal d'Abidjan contre le président Thiam. Donc je pense que aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit nous interroger, nous interpeller. Parce que M. Alassane Ouattara, ce qu'il a dénoncé pendant de longues années, avant qu'il ne soit candidat et qu'il arrive au pouvoir, et voilà une personnalité de son rang qui donne des paroles à plusieurs reprises, qui ne les respecte pas. Et d'ailleurs, il va encore faire le 4e mandat. Les gens ont dit qu'il ne va pas se présenter. J'ai toujours pensé que ce monsieur-là ne va pas se retirer du pouvoir d'aussitôt. Donc, vous voyez une personnalité comme ça qui n'apprend pas des erreurs du passé. La Côte d'Ivoire a rencontré d'énormes difficultés, notamment à l'occasion donc des compétitions électorales. Nous avons vu des crises qui ont eu lieu, nous avons vu la guerre civile qui s'est déroulée, et toujours, ce qui divise en Côte d'Ivoire, c'est quand il y a élection. Ce qui divise en Côte d'Ivoire et dans la plupart de nos pays africains, c'est les élections. Et je pense que nous devons, surtout ceux qui ont le pouvoir au niveau donc de la Côte d'Ivoire, doivent se ressaisir, doivent revisiter l'histoire, doivent pouvoir faire en sorte que le climat puisse être apaisé, doivent faire en sorte que les élections à venir soient des élections transparentes, mais également inclusives, parce que les cas comme les cas de l'ancien président Gbagbo, les cas comme le cas de son bras droit, Blé Goudé, ou de l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui ont été également radiés donc de la liste électorale, doivent également faire objet de discussions politiques. Parce que là où le droit a des limites, je pense qu'avec des compromis politiques, on peut trouver des solutions durables. Et quand on trouve des solutions durables, où tout le monde converge vers le même idéal, vers le même objectif, on évite des problèmes, parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de revivre ce que nous avons vécu il y a 15 ans, il y a 20 ans. D'accord. On va passer au second sujet rapidement. Nous allons du côté de la République démocratique du Congo. Là-bas, c'est l'ancien président Joseph Kabila qui est accusé par le gouvernement de soutenir le mouvement du M23, cette rébellion qui a pris le contrôle d'une bonne partie de l'Est de la RDC. Joseph Kabila, donc, qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Son parti, le PPRD, est aujourd'hui interdit de toute activité. L'interdiction est intervenue alors que M. Kabila est revenu en RDC, mais a choisi de rentrer par Goma, une ville aux mains des rebelles du M23. Une situation qui fait naturellement dire au pouvoir que si l'ancien président a choisi de revenir par cette partie de la RDC, c'est qu'il a des soutiens au sein du M23. Abel Badassé, vous comprenez la logique du parti au pouvoir RD congolais aujourd'hui? C'est une logique qui est très claire. Je crois que ce qui est regrettable, Kabila a dirigé le pays, comme vous venez de le dire, pendant 18 ans, que le pays est confronté à une situation de crise majeure. Nous avons des rebelles qui ont pris des armes pour prendre une partie du territoire national. Alors, en tant qu'ancien président de la République,
il doit prendre position. Mais depuis ce que j'ai remarqué, je n'ai jamais vu Kabila se prononcer, bien condamner une quelconque agression de ces rebelles-là, soutenus par le Rwanda. On a l'impression que on a perdu notre identité nationale. L'identité nationale a été perdue en RDC. En tant que président de la République, normalement, il doit être au devant pour condamner. Mais non seulement il ne condamne pas, mais il a choisi de revenir par la zone qui est contrôlée par les rebelles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, peut-être après un voyage, peut revenir dans son pays à travers une telle ville? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi il choisit de rentrer au pays en passant par une ville qui est contrôlée par les rebelles? Et quelle relation y a-t-il entre sa personnalité, entre lui-même et les rebelles? Et encore être sous la sécurité de ces rebelles. Mais le gouvernement actuel a raison de dire que Kabila a des acquaintances avec ces rebelles. Et que si son parti a été radié, mais je crois que c'est de bonne guerre. Jusqu'à présent, ni le parti, ni lui-même, personne n'a donné une position claire par rapport à cette crise-là que le Congo démocratique est en train de vivre. Et c'est triste. Vous comprenez la position du gouvernement par rapport à Joseph Kabila? Ben écoutez Samuel, Monsieur Antoine Tshisekedi est depuis un bon moment. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, je pense que c'est vrai qu'il s'appelle Antoine aussi. Étienne, c'était le père. Donc lui, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Bon, ils ont des noms kilométriques aussi. Absolument. Donc, le président Tshisekedi se trouve depuis un bon moment dans des difficultés de gouvernance. Il a des difficultés. Et donc, cette situation assez déplorable de voir un président de la République comme Félix Tshisekedi qui accuse son prédécesseur. D'ailleurs, Joseph Kabila a été à la tête donc de ce pays pendant 18 ans. Pendant de bonnes années, pendant 18 bonnes années, Monsieur Joseph Kabila a dirigé le Congo. Et nous savons tous les éléments qui entourent l'accord qui a été signé par le parti de Félix Tshisekedi, l'actuel président, et l'ancien parti, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, qui n'a pas véritablement tenu pendant longtemps. Au bout de 2 ans, cette coalition a éclaté. Mais dites-moi, Samuel, où est-ce que c'est écrit qu'un citoyen d'un pays qui a décidé de se retirer des affaires publiques et à un moment donné est sorti du pays, et maintenant qu'il décide de rentrer au pays, qu'il choisit de passer par une autre ville du pays que d'atterrir à Kinshasa? C'est où c'est écrit qu'il doit forcément venir par Kinshasa? Connaissant la situation sécuritaire dans cette partie du pays... Ce n'est pas dans cette situation sécuritaire que les représentants de l'ECC et puis les représentants de l'église protestante et l'église catholique sont allés là-bas. Ce n'est pas dans la même situation. Mais on le sait, il y avait un dialogue et il était entendu qu'ils y aillent. Le pouvoir a donné son accord. Mais vous avez ici un ancien président qui choisit de rentrer. D'abord, son parti n'a jamais pris position dans cette situation. Donc il y a une position ambiguë de la part du parti. Il y a lui-même qui ne s'est véritablement pas exprimé et qui choisit de rentrer par l'une des parties où il y a le plus d'insécurité, alors que la protection d'un ancien président incombe au gouvernement en place. Mais lui, c'est un ancien président. Ouais. Et en tant qu'un ancien président, il a eu des relations avec un certain nombre de pays, notamment le Rwanda. Et tout le monde sait que le Rwanda est derrière le M23, véritablement, avec le déploiement de plus de 40 000 militaires rwandais sur le territoire sur le territoire congolais. Deuxième élément, quand vous avez cohabité avec quelqu'un, parce qu'ils étaient dans un accord de gouvernance, et qu'au bout de 2 ans, vous avez décidé unilatéralement de rompre cet accord-là, vous pensez que nous aurons de bonnes relations? Nous serons contents quand vous serez dans les difficultés de gouvernance. Pourquoi ils veulent que le parti de l'ancien président puisse réagir alors qu'à un moment donné, il n'a pas respecté les engagements dans le cadre de l'accord? Le premier élément, c'est que le fait que Joseph Kabila passe par Goma ne cause absolument pas de problème. Parce que Joseph Kabila, au temps de sa gouvernance, il a fait également face à cette rébellion du M23. Parce qu'il faut le rappeler, le M23, ce sont des soldats dissidents de l'armée congolaise qui ont formé cette rébellion. Et à l'époque,
il a fallu que Joseph Kabila puisse prendre un certain nombre de mesures et de réponses militaires pour repousser véritablement cette rébellion qui a pris refuge au niveau du Rwanda véritablement. Donc lui-même, il a subi donc les incursions donc de ces rebelles là. Il a fait face à leurs invasions donc sur le territoire congolais. Et aujourd'hui, il est accusé de quelqu'un qui veut mettre en œuvre une insurrection, de quelqu'un qui est le coordonnateur et il appartient au mouvement l'AFC M23. Je pense que c'est aller trop loin. Et puis la justice lance une accusation de haute trahison. On n'a même pas encore intenté cette action-là que la justice a ordonné qu'on puisse aller saisir, perquisitionner donc ces maisons, qu'on puisse saisir un certain nombre de biens et qu'on lance des poursuites judiciaires contre la personne. Je pense que Félix Tshisekedi est en train de chercher des réponses donc à ces difficultés de gouvernance, parce que gouverner un pays, c'est aussi ça, c'est faire face à des difficultés sur tous les plans, notamment sécuritaires. Et depuis le début, et vous voyez un personnage comme le président Félix Tshisekedi qui ne tient même pas à ses paroles. Lui-même, en période électorale, avait dit, lorsque le Rwanda va dépasser la ligne verte que lui-même il s'est fixé, il va réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès et qui va déclarer la guerre au Rwanda. Depuis lors, le M23 a pris le contrôle des capitales de la localité du Nord Kivu. Ils ont pris le contrôle de la capitale donc du Sud Kivu, c'est-à-dire Goma et puis Bukavu. Et les combats sont en cours au niveau de Wakile. Et donc vous avez la rébellion du M23 avec le soutien du Rwanda qui progresse véritablement. Pendant ce temps, vous avez Félix Tshisekedi qui ne prend pas de mesures drastiques véritablement contre cette rébellion-là. Au lieu de chercher ces solutions-là, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est d'accuser l'ancien chef d'État qui a décidé de rentrer sur le territoire, parce que le territoire congolais, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est d'autres villes, notamment Goma. Donc il décide de rentrer par Goma et on l'accuse de ne pas se prononcer. Il va se prononcer parce que vous avez des difficultés. À un moment donné, vous étiez dans un accord, vous avez rompu unilatéralement cet accord-là. Mais il est content que vous rencontrez des difficultés. C'est sur un terrain politique. On accuse également son parti politique d'un silence complice, parce qu'il ne se prononce pas. Mais attention, on doit être sérieux dans la gouvernance donc de nos États. Quand vous êtes chef de parti, les solutions que vous devez apporter donc quand vous êtes chef donc de l'État, les solutions que vous devez apporter doivent provenir de vous. Lorsqu'il a décidé de consulter la partie politique, est-ce qu'il a consulté le parti de l'ancien président Joseph Kabila? Parce qu'il a reçu un certain nombre d'acteurs politiques à la présidence. Est-ce qu'il a accordé une certaine importance? Est-ce qu'il a pris son téléphone pour appeler Joseph Kabila? Vous êtes mon prédécesseur, il y a des difficultés que nous rencontrons depuis la crise, mais comment, venez, on va s'asseoir pour voir comment on peut trouver un problème. C'est lui qui doit aller vers lui, c'est pas Joseph Kabila qui doit aller vers Félix Tshisekedi. En même temps, c'est son grand frère, donc c'est lui qui doit aller vers lui, parce que lui, c'est un doyen, il a l'expérience donc du pouvoir. Mais au lieu de faire ça, tout ce qu'il trouve, c'est de l'accuser. Je pense que c'est affabulateur, ce n'est pas digne d'un président. Il doit pouvoir se ressaisir et trouver des solutions idoines et durables au problème congolais. Alors du côté du M23, ils ont été interrogés parce que jusqu'aujourd'hui, en tout cas le pouvoir dit clairement que Joseph Kabila est revenu au pays en passant donc par Goma. Il y a un flou aussi justement sur cette situation. Le M23, le porte-parole du M23 a été interrogé. Ils n'ont ni confirmé ni infirmé la présence du de Joseph Kabila à Goma. Il y a un flou là-dessus. Mais le porte-parole a répondu, je cite, « Je ne vois aucun problème à ce qu'il soit ici ». Ça veut dire pour eux, la présence de Joseph Kabila, s'il était à Goma, ne leur poserait aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils s'entendraient très bien. Ils s'entendaient très bien. Voilà pourquoi le représentant des rebelles a fait cette déclaration. Je crois que par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire, c'est vrai que c'est une coalition, c'est un accord qui a amené Kabila Tshisekedi au pouvoir. Même si cet accord a volé en éclats et qu'aujourd'hui il y a une relation conflictuelle entre Tshisekedi et Kabila, lorsqu'il s'agit, pour moi, je pense que lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt national, par rapport à sa position, à la position à son rang qu'il occupe aujourd'hui, Kabila devait quand même se prononcer. Nous avons vu dans certains pays, par exemple, lorsqu'il y avait les attentats du Bataclan,
On a vu comment les anciens présidents français se sont organisés. Ils ont manifesté une solidarité vis-à-vis de celui qui dirige le pouvoir actuellement. Je pense que Kabila, au-delà des problèmes, des conflits qui existent entre lui et l'actuel président Tshisekedi, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quand même de prendre la parole et de condamner quand même cette rébellion. Je sais que même en son temps, il y avait quand même les rebelles qui menaient des actions, mais pas avec l'ampleur que la RDC vit aujourd'hui. Aujourd'hui, si Tshisekedi est amené à accuser son homologue de haute trahison ou de conspiration avec les rebelles, je crois que c'est de bonne guerre. Et c'est pourquoi même les rebelles ont dit qu'ils ne trouvent pas de problème en ce qui concerne la présence de Kabila dans leur zone. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on n'impose pas quand même un chemin ou bien une issue à Kabila. Il pouvait quand même rentrer par Kinshasa. Mais la zone qu'il a choisie, c'est une zone quand même qui est tellement dangereuse que s'il n'a aucune relation avec ces rebelles-là, il ne peut pas, en tant qu'ancien président de la République, il ne peut pas atterrir là-bas. C'est pas possible. Sachant également que le papa même de Joseph Kabila est entré en RDC par cette partie du pays. Donc ça parle aux Congolais aujourd'hui de s'entendre dire que l'ancien président est rentré par l'Est. Pourquoi est-ce que ça devrait déranger? Vous avez des officiels congolais qui sont aussi là-bas, des gens qui sont sur place et qui sont au service de l'administration congolaise. Nous parlons de l'ancien président. Ils ne sont pas inquiétés. Oui, nous parlons de l'ancien président. J'ai rappelé que sa sécurité incombe au pouvoir en place. Un ancien président, c'est pas n'importe qui. C'est un symbole. Les rebelles savent qu'on ne peut pas toucher un ancien président. Les rebelles savent qu'on ne peut pas toucher à un ancien président. Mais ils savent aussi qu'il serait une bonne prise de guerre. Mais pour obtenir quoi? Est-ce que c'est le parti de Joseph Kabila qui est au pouvoir? Non, je pense que le parti parle d'acquaintance. Ce qui dérange le président Félix Tshisekedi, c'est que il fut un moment donné où le président congolais, je pense que ça ne date pas de très longtemps, il a publié un communiqué en dénonçant la gestion donc de son prédécesseur, notamment la gestion donc du président Tshisekedi, la violation répétée de la Constitution et des droits de l'homme, ainsi que le massacre de la population par la police et les forces militaires. Ça dérangeait donc le régime en place. Et même ce qui a peut-être débordé donc l'eau de sa vase, c'est que vous avez le parti de Félix Tshisekedi qui a dénoncé donc cette situation-là, cette manière donc de gérer cette situation-là par le régime en place. Ils ont traité ces différentes décisions qu'ils ont prises d'arbitraire, fondées sur des affabulations et des rumeurs, et ce qu'ils disent, que c'est un échec donc de l'actuel président, de l'actuel régime dans la gestion donc de la crise donc au niveau donc de l'Est du Congo. Et c'est réel. C'est un échec. Le président Tshisekedi a véritablement failli dans la gestion de cette crise-là, véritablement. Donc aujourd'hui, je pense que quand on fait bien l'analyse, il cherche un bouc émissaire. Il cherche des arguments politiques. Parce que beaucoup sont en train de le prêter de pouvoir s'éterniser aussi au pouvoir. Ils cherchent à conserver le pouvoir aussi longtemps. Donc, il faut trouver quelque chose qui puisse passer dans l'opinion nationale. Quand on dit, ben oui, l'ancien président est passé par Goma, premier élément, l'ancien président est resté silencieux, il ne s'est pas prononcé. Ce n'est pas seulement sur la crise politique qu'il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas également prononcé depuis qu'il a quitté le pouvoir. Il n'a jamais bronché, il n'a jamais dit I-O. Il s'est jamais prononcé, même quand l'accord a capoté. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça leur étonne qu'ils ne puissent pas se prononcer? Parce qu'ils se retrouvent dans des difficultés. Sinon, au tout début, quand ils ne se prononçaient pas, ça les arrangeait véritablement. Je pense que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème de personne. L'ancien président Joseph Kabila a promis de se prononcer sous peu. On va attendre, voir ce qu'il aura à dire véritablement. Est-ce qu'il a une vision donc, de la gestion donc, de cette crise-là? Qu'est-ce qu'il apporte comme solution véritablement? Je pense qu'au cours de cette prise de parole, on aura énormément d'éléments pour comprendre réellement ce qui se passe. Jusqu'à présent, ce qu'on devra retenir, c'est que le pouvoir en place au niveau de Kinshasa est dans des difficultés. Donc, ils cherchent des responsables pour pouvoir cacher leur défaillance à la gestion de cette crise. En même temps, est-ce que le pouvoir de Kinshasa aussi ne ferait pas bien
de chercher à rencontrer Joseph Kabila parce que quand il avait annoncé son retour, Joseph Kabila a publié une tribune au niveau de Jeune Afrique où il disait qu'il rentre pour trouver, en tout cas apporter sa pierre à l'édifice, en tout cas trouver des solutions à la crise actuelle. Est-ce que le pouvoir ne ferait pas bien de pouvoir rentrer en contact avec lui? Je rejoins mon co-débatteur. Vraiment, depuis que Tshisekedi est parti, on l'a vu. Kabila plutôt est parti, on l'a vu très silencieux. Il ne s'est jamais prononcé sur certains sujets majeurs en ce qui concerne la politique intérieure. Il ne s'est pas prononcé. Avec la situation actuelle, je crois que c'était un devoir, c'était une obligation, président Tshisekedi, d'aller vers son grand frère pour rencontrer quand même. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Il a une expérience à son actif. Je crois que dans cette crise que Tshisekedi est en train de traverser, ou bien le pays de Tshisekedi est en train de traverser, Kabila serait vraiment un repère pour lui en le consultant, en lui demandant quand même des conseils. Je crois que même si aujourd'hui l'accord qui existait entre eux est volé en éclats, pour l'intérêt supérieur de la nation, je pense qu'il faut oublier les problèmes internes, les problèmes qui existent entre les problèmes de personnes pour aller vers la personne, vers Kabila, échanger avec lui pour pouvoir trouver des solutions idoines au pays. Messieurs, on va marquer la pause, le temps de suivre ensemble le journal de la mi-journée. Nous revenons 10 minutes après pour continuer avec la deuxième partie.